Je vous remercie de vos questions qui sont très intéressantes. Monsieur Jesper, le rôle de l'État, justement, dans l'absolu, c'est de pourvoir au développement, organiser les ressources, aller les chercher, former les gens, cultiver, faire cultiver, créer des entreprises, soigner les personnes, les services publics, organiser un environnement des entreprises, un environnement des affaires de sorte que les investisseurs puissent venir, etc. Le problème, ce n'est pas le rôle de l'État. Le problème est de savoir, est-ce que les gouvernants jouent ce rôle-là correctement? Il y a un malentendu. Quand quelqu'un vous dit « Élisez-moi, je suis le futur président. Élisez-moi, je vais faire ça, telle promesse, telle promesse, telle promesse. » Mais pour que vous m'élisiez, je vous donne de l'argent, je vous promets des postes, mais si vous élisez cette personne sans savoir ce qu'il a à faire, sans vous entendre sur ses engagements, mais lui, quand il va aller au pouvoir, il va en faire une source d'enrichissement personnel. Ici, il y a une conception patrimoniale du pouvoir dans les États africains, en général. Vous regardez les questions de succession. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'accrochent au pouvoir, qui ne veulent pas y aller, qui font des promesses, le lendemain, ils changent totalement. Donc, ils ont cette liberté d'action qui fait qu'ils ne se sentent pas liés par un contrat. Et ça, pour le changer, mais vous avez parfaitement raison, il faut absolument que ceux qui élisent changent de façon d'élire, qu'ils ne dégagent pas les uns pour mettre les autres, mais qu'ils se disent, nous voulons élire, nous voulons participer, mais ça c'est un travail de très longue haleine. Il faut que les gens soient conscients qu'ils veulent le changement et que le changement doit avoir des répercussions sur leur vie sociale. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique. Et le problème des intellectuels, de tous ces brillants qui sont dans l'État, le grand problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne s'engagent pas en politique. Alors, si vous ne vous engagez pas en politique, vous êtes dans l'État, vous êtes un haut fonctionnaire, vous êtes dans un périmètre complètement fixé, vous ne pouvez pas changer les choses de l'intérieur. Et ces gens, pour entrer en politique, se disent, le premier obstacle qu'ils ont, c'est les moyens financiers. Déjà, pour entrer en politique, pour aller faire des campagnes, aller parler aux populations et tout, il faut avoir les moyens financiers. Ces gens n'ont pas détourné de l'argent pour avoir les moyens financiers pour le faire. Ensuite, ils ne peuvent pas tenir ce langage démagogique que les politiciens tiennent en utilisant, en ayant la complicité de certaines forces obscurantistes, de porteurs de voix qui donnent des consignes de vote, ce que vous ne connaissez pas ici. Dans notre pays, il y a des gens qui peuvent donner des consignes de vote à toute une communauté traditionnelle pour voter pour X ou Y. Donc aujourd'hui, la situation est complètement différente. Ce n'est pas un problème de changement de paradigme. J'aime pas ce mot, changer de paradigme. Ça se passe chez nous, les intellectuels. Aujourd'hui, il faut qu'une masse critique de personnes, notamment des jeunes, soient conscients que s'il n'y a pas de changement, ils vont finir rapidement dans une fosse à lion. Et qui se disent, nous ne voulons pas finir dans une fosse à lion, nous nous mobilisons. Personne ne peut changer le monde à leur place. Il suffit simplement de travailler pour le dire. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas veiller, comme l'a dit l'autre. Vous ne pouvez pas veiller à l'important, aux ressources humaines, aux ressources naturelles, si vous pensez que ça appartient à ceux qui sont au pouvoir. Si vous n'avez pas conscience que les ressources humaines, le poisson qu'il y a dans la mer, qui fait l'objet d'accords de pêche et qui prive les pêcheurs traditionnels de ce poisson, si vous pensez que ceux qui font les accords de pêche sont propriétaires des poissons, vous ne pouvez pas réagir de la même façon que si vous pensez que ces ressources-là appartiennent à la communauté et qu'il faut les sauvegarder. Donc ce niveau de conscience-là, c'est ça qui n'est pas atteint. Et justement, le rôle des intellectuels, c'est de pouvoir le dire, quel que soit le prix. De se battre pour le faire, et ça, c'est pas un travail facile. L'engagement politique des intellectuels est essentiel pour amorcer ce travail-là. Et généralement,
beaucoup d'intellectuels sont dans le confort, hein, ils ont raison dans les salons, hein, carrément. Ils voient, ah là là, c'est des médiocres, oh là là, regardez-moi, c'est du n'importe quoi. Oui, dans les salons. Mais quand il faut se battre, ils résistent. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est l'instrumentalisation de l'État pour des intérêts personnels et partisans. Ceux qui sont au pouvoir, chaque fois qu'ils voient pointer un intellectuel ou quelqu'un, un homme d'affaires brillant et tout, qui veut s'intéresser à la politique, c'est la persécution. On a vu ça, on a vu des gens envoyés en prison pour des raisons fallacieuses, on a vu des gens ruinés, on vous envoie les impôts, on vous envoie la douane, on vous envoie tout pour vous ruiner systématiquement. Et donc, s'il ne constitue pas une taille critique pour faire face, individuellement, personne ne veut jouer le Zorro. Et là, on se retrouve dans une situation où on est écœuré et on passe dans les salons à changer de paradigme, à développer des théories et tout, et ça ne donne rien à part l'engagement. Et donc, je dis, le coach, c'est essentiel, mais pas n'importe quel coach. Il faut un bon coach. Et le coach, justement, je suis convaincu que ce sont ces intellectuels-là, ce sont ces jeunes leaders-là qui doivent être les coachs. Ils doivent prendre compte de leurs responsabilités. Et l'autre question, le paradoxe incroyable, et qu'il décrit, nous sommes dans les entreprises et tout, parfois vous avez des problèmes pour avoir des personnes qualifiées. On vous dit il n'y a pas d'emploi et tout, vous avez des problèmes pour avoir des jeunes qualifiés, des plombiers, des trucs. Il n'y a aucune politique pour développer ce travail des ateliers, pour les former. Aujourd'hui, on a un gros problème au Sénégal. Les véhicules, on avait beaucoup de mécaniciens qui réparaient les véhicules et tout. Ils étaient vraiment des sorciers. Vous amenez n'importe quel véhicule, ils sont capables de le démonter, de le remonter. Aujourd'hui, quand vous avez la serrure de votre porte qui part, vous avez des problèmes à cause de l'électronique. Ils n'ont pas été formés à ça. Il y a des interventions qu'ils ne peuvent plus faire dans les véhicules, sur les véhicules. Aujourd'hui, tout est automatisé. Et donc, cette évolution-là n'a pas été prise en charge dans les formations. C'est essentiel. Il n'y a pas de formation qualifiante. Et les jeunes sont là, qui quittent l'école. Et ensuite, il y a le problème de la langue. Cette formation se fait en langue française. Et ceux qui n'ont pas fait l'école ne peuvent pas le faire. Et même si vous apprenez cette langue française-là, vous avez des problèmes pour l'appliquer à votre domaine technique. Il n'y a pas suffisamment de centres de formation, etc. Donc c'est un tout, fondamentalement. Aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut régler tout, comme le coach l'a dit tout à l'heure. Il faut protéger les ressources, mais également, il faut les former. Et c'est essentiel. C'est à partir de là qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités et tout va changer. Et comme disait l'autre, je pense que c'est Voltaire, rien n'est plus true qu'une idée dont l'heure est venue. Je ne sais plus quelle était l'expression. Mais il arrivera un moment où toutes les conditions seront réunies pour que le déclic ait lieu. Et si le déclic a lieu, le reste, ça se fait tout seul.